Hello everyone, good Bonjour à afternoon. toutes et à tous, bon après-midi. En tant que coordinatrice du CEL, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence des Journées de la Transition. C'est un grand plaisir de voir tellement de participants. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont nous rejoindre et, et c'est agréable, du moins jusqu'à ce qu'on puisse revoir en face à face. Merci de consacrer votre samedi après-midi pour écouter notre conférencière. Alors, s'il y a un avantage à cette pandémie, c'est que nous sommes en mesure d'inviter Vandana Shiva à cette conférence, et de loin. Il y a quelques visages inconnus et j'aimerais présenter le hub, je sais, le mouvement de la transition comporte 10 groupes de travail. Et il y a pas mal de projets qui sont intéressants, jardinage urbain, Earthship. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il n'est pas pleinement opérationnel en ce moment, mais dans quelques semaines, vous y trouverez toutes les informations pertinentes. Quand on parle de transition, il faut tenir compte du fait que notre société traversera des perturbations les années à venir dues au changement climatique, dues à la crise en matière de biodiversité, à la fin d'énergie bon marché et à la fin de la croissance économique, conséquence directe de tout cela. Grâce à des actions positives et concrètes, il s'agit maintenant de démontrer que chacun est capable d'agir, de faire preuve de créativité, d'exprimer des talents, des compétences, les citoyens qui créent leur potager participatif, qui construisent autrement, fondent des coopératives énergétiques, entre autres. Le mouvement de la transition propose un festival, les Journées de la transition, pour rendre visibles ces alternatives sur toute une panoplie de sujets tout au long de l'année. Encore une fois, le Luxembourg fait partie, encore une fois, des pays qui ont l'empreinte carbone la plus élevée. Donc, la question que nous nous posons, c'est comment vivre ensemble sur une seule même planète. C'est une grande question. Nous avons utilisé la symbolique de la maison et des différentes pièces d'une maison pour aborder cette question. Nous avons déjà examiné la cuisine, le bureau, l'atelier en 2020 et nous allons maintenant examiner les autres pièces de cette maison. Ce mois-ci, nous allons profiter de ce mois pour ralentir, pour réfléchir au changement. So because I imagine that you didn't come to listen. J'imagine que vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler toute l'après-midi, donc sans plus attendre, je cède la parole à Vandana Shiva, lauréate du prix Nobel alternatif écoféministe, militante. Vandana Shiva est une révolutionnaire des temps moderne. Ces 40 dernières années, elle a mené une bataille héroïque pour la préservation du système écologique qui nous soutient. Elle, elle s'oppose à de grandes multinationales qui, ont un, qui défendent des modèles agricoles lucratif. Alors, c'est un sujet que nous pourrions aborder parce que c'est tellement intéressant, mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler des ressources dont nous avons besoin pour mener nos actions. Nous nous sommes posé la question suivante. Comment puis-je rester résilient et rester engagé envers une cause sans m'épuiser? C'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais vous présenter cette personnalité remarquable. Alors, s'il y a quelqu'un avec qui je rêverais de prendre un verre, d'avoir une discussion, alors cette personne, c'est Vandana Shiva. J'espère qu'elle va vous transmettre son énergie comme elle l'a fait depuis que j'ai entamé cette action écologique. Je nous souhaite ce monde écologique que Vandana Shiva appelle de ses voeux. Et donc notre festival se poursuit jusqu'en juin. Nous avons déjà posé quelques jalons en matière de résilience. Donc merci pour votre présence et excellente conférence à tous. Merci beaucoup. Merci.
C'est une grande joie que de me joindre à vous pour ces journées de la transition avec ce sujet qui a été un sujet clé tout au long de ma vie. Comment vivre ensemble sur une seule et même planète? Parce que c'est vrai, nous sommes sur la seule et même planète. Il y a cette illusion que nous avons, que nous sommes séparés les uns des autres. Mais en réalité, au cours de ces 500 dernières années, et au cours donc du colonialisme, et au cours de ces 30 dernières années, il y a eu des projets de nous séparer, de nous fragmenter. Nous avons, avec une collègue, écrit un livre, Écoféminisme, et nous y avons consacré tout un chapitre passant de l'individu au dividu. Alors, nous avons été atomisés, nous avons été fragmentés en quelque sorte. Et même s'il y a un confinement, c'est merveilleux que nous puissions communiquer. Mais quand je pense aux jeunes enfants qui sont séparés les uns des autres, qui ne peuvent pas jouer ensemble, qui sont loin de leur communauté, qui ne peuvent pas simplement sortir dans la rue et jouer avec d'autres et ne pas être partie intégrante de la nature et qui se trouvent devant des écrans et maintenant on dit que les enfants de 6 ans devraient apprendre à programmer, que la programmation c'est l'avenir, que l'intelligence artificielle c'est l'avenir. Alors non, en fait, nous vivons dans un monde merveilleux et chacun d'entre nous est une personne merveilleuse. Quand on me pose la question, comment faites-vous pour rester résiliente, pour continuer à vous engager pour une cause sans vous épuiser? La première chose que je me dis, c'est que ce sont les combustibles fossiles qui s'épuisent. Quand on plante une graine, comme vous le faites dans vos jardins, et que cette graine donne une plante, vous donne des légumes, des tomates et que vous gardez quelques graines de vos cultures et vous replantez ces graines, eh bien, ce cycle de la vie et de l'abondance ne s'épuise jamais. Il n'y a pas de burn-out dans la nature. Non, ce sont les combustibles fossiles qui s'épuisent et qui brûlent, qui s'épuisent. Et il y a parfois des paysages qui brûlent. Mais donc, je dirais, la toute première étape, c'est de comprendre que nous sommes un avec la Terre. Nous sommes partie d'un monde interconnecté. Nous sommes une même famille. J'ai la chance d'avoir pu faire mon doctorat sur la physique des particules et j'ai décidé d'approfondir la question de la physique quantique. J'ai appris 3 choses au cours de mes études scientifiques. Ce sont des éléments très intéressants pour la résilience. Premièrement, non-séparabilité ou non-séparation. Tout est lié, tout est interconnecté. Vous n'êtes pas un élément séparé de la Terre, vous faites partie de la planète. Deuxièmement, le potentiel. L'ère industrielle, l'ère des combustibles fossiles, a créé une manière de voir le monde mécanistique et restrictive. Et cette manière de voir le monde a créé la séparation, une atomisation, à savoir que tout serait séparé et ce serait quelque chose qui ne pourrait évoluer. Mais ce n'est pas vrai. La physique quantique nous dit que tout est potentiel. Il y a du potentiel dans tout. Il y a quelque chose qui attend seulement d'émerger. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de la Terre. Ce ne sont pas deux choses différentes. Non, parce que nous sommes interconnectés. Et peu importe où l'on commence d'ailleurs, mais au bout du compte, si vous faites bien les choses, si vous prenez bien soin de la planète, si vous prenez bien soin de votre communauté, ça signifie également prendre soin de vous. Deuxièmement, le potentiel, disais-je. Vous n'êtes pas une entité fixe. Vous êtes plein de potentiel. Vous avez tout un potentiel pour
le bonheur, pour être connecté, pour être en communauté. Et ce potentiel ne peut que s'épanouir si vous en êtes consciente. Si vous adoptez le modèle de pensée cartésien, je suis inférieur, je suis déprimé, je suis seul, à ce moment-là, vous vous retrouverez dans cette position-là. Mais si vous dites, je suis interconnecté avec d'autres, et les autres ne font qu'attendre, n'attendent que je me connecte avec eux, que je sois en relation avec eux. Et plus nous avons de relations, plus nous pouvons nous épanouir en tant qu'être humain. Troisièmement, la construction du soi, un soi qui est isolé, qui est un atome et qui ne peut pas établir de relation et qui ne peut que être mu par de la force. Le problème avec cette vision du monde mécanistique, cartésien, c'est que la seule manière de faire bouger les choses, ce serait par la force. Mais comme tout est interconnecté dans la physique quantique et dans l'écologie, on parle parfois des ailes d'un papillon, que même les ailes d'un papillon auront des effets. Et nous ne sommes donc pas séparés les uns des autres, nous ne sommes pas des atomes, nous sommes intégrés dans le tissu, dans la tapisserie de la vie. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait conscients, mais notre absence de prise de conscience n- n- ne fait pas que cela soit moins vrai. Je vais vous donner deux exemples. Nous sommes un peu obsédés par le CO2 en période, à combien s'élèvent les émissions de CO2. Moi, je me suis toujours intéressée à l'autre bout du cycle. Le miracle des arbres, une feuille verte d'une plante qui peut absorber ce CO2 et grâce à la lumière du soleil, grâce au processus de la photosynthèse, peut transformer ce CO2 qui nous servent de ressources par la suite. Beaucoup de choses sont possibles grâce à la photosynthèse en tant que produit accessoire, en fait. En fait, les plantes nous donnent le cadeau de la respiration. Parce que les plantes respirent, nous respirons. Elles, nous expirons du dioxyde de carbone, les plantes l'absorbent et c'est tout un cycle. Et puis, les plantes ne sont pas anxieuses en absorbant ce CO2, en l'inspirant. En fait, le problème, c'est la pensée linéaire. Dans le monde mécanistique, il y a une machine input-output. Il s'agit de prendre, d'extraire, d'émettre de la pollution. Et la nature ne fonctionne pas selon ce modèle. La nature fonctionne de manière cyclique. Et des cycles généreux, des cycles de dons, de retour, des cycles de réciprocité. Je vous ai donné l'exemple de l'arbre, de la feuille, de la photosynthèse. Mais imaginons, imaginez que vous êtes une feuille, que vous êtes une graine, ou allons même un peu plus loin. Imaginez que vous êtes ces fungi, ces champignons dans le sol, ou tout le réseau souterrain. Alors, les sols morts, il n'y a que des minéraux, mais des sols vivants que la nature, que la forêt créée, nous pouvons les créer également dans nos fermes en imitant, en nous inspirant de la nature et des lois de la nature. Les engrais de synthèse ne se fondent pas sur ce cycle-là. Mais le sol est un microbiome riche. Je vais partager avec vous un texte magnifique écrit en 1905. C'est quelqu'un qui est venu en Inde pour améliorer l'agriculture en Inde. Ça faisait partie de l'entreprise coloniale, améliorer le rendement des sols. Il fallait toujours tout améliorer. Mais lui, c'était un bon scientifique. Il a trouvé que les sols étaient fertiles en Inde,
il y avait beaucoup d'insectes et il a dit: «Ce sont là de bonnes pratiques agricoles». Ensuite, il a appris, beaucoup de choses sur la vie dans les sols. Il a écrit un livre, le Testament agricole, c'est un ouvrage intéressant. Un testament agricole par, Robert Harbert et il a dit que s'il y a une microflore abondante, alors les cultures seront abondantes et elles seront consommées par des animaux, par des êtres humains et qui seront en bonne santé. Un sol, qui n'est pas fructueux manque de beaucoup d'éléments et les les plantes, auront des déficiences qu'elles nous transmettront. Donc en fait, la santé est un continuum, les maladies également. Mais pour en revenir, au réseau des champignons, en fait, le sol est extrêmement riche. En fait, toutes ces racines des champignons permettent d'alimenter les plantes dans le sol. Alors tous les éléments sont donnés aux plantes qui ont besoin. Maintenant, il y a des capteurs, des senseurs qui sont mis dans le sol et le mycélium, en fait, est un système encore plus intelligent que, la toile d'internet et donc la grande intelligence, est souterraine, elle est sous le sol et donc il y a toute une répartition qui se fait de manière souterraine par ce mycélium. Heu, donc là, il y a une redistribution qui est faite, qui est donnée aux éléments qui en ont besoin. Donc quand vous vous préoccupez, comment bien prendre soin de vous alors que vous prenez soin d'autres causes, pensez aux tout petits champignons dans le sol et aux réseaux souterrains. Si eux arrivent à le faire, nous aussi, nous y arriverons. Ou pensez aux abeilles ou aux papillons. L'abeille se rend de fleur en fleur et sans les abeilles, la plupart des fleurs ne seraient pas fertiles. Donc l'abeille prend quelque chose de la fleur, ne l'extrait pas, mais enrichit d'autres fleurs également. Et voilà ce que j'entends par les relations qui nous permettent de comprendre que prendre soin de grandes causes et de nous-mêmes, c'est le même processus. Et n'oubliez pas que c'est l'abeille qui fait des kilomètres et des kilomètres. Elle n'est jamais épuisée, alors que nous, on s'épuise très vite et on doit faire face à cet épuisement. Il faut nous interdire cet épuisement. Et par rapport à nos familles, nous devons également prendre soin d'autres personnes qui sont liées à nous. Mais nous devons aussi être conscients que que les abeilles prennent soin les unes des autres. Alors, je voudrais en revenir aux micro-organismes et au sol. Quand on rend quelque chose à la terre, l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites dans vos jardins, dans vos potagers? Vous apportez un petit peu d'engrais, très peu d'engrais naturel et puis la nature vous offre en retour l'abondance dans votre récolte, en permettant au sol et aux micro-organismes de produire une nutrition très riche. Le sol est riche en nutrition et nous, nous faisons pareil. Navania, c'est un site internet très intéressant qui vous permettra de creuser plus en profondeur dans ces questions. Nous offrons des cours à partir de septembre-octobre qui s'appellent le retour à la terre. Le retour à la terre sont basés sur la loi du rendement. Donc, on donne très peu à la nature et la nature nous offre en retour une abondance de fruits et de légumes avec une énorme gratitude, avec un énorme merci. Plus le sol est riche, plus la plante est riche, plus la diversité de la récolte est riche, plus riches nous sommes. On nous fait croire qu'on est des petits atomes qui flottent dans notre monde horrible, seuls, isolés comme des aliens. Non, pas du tout. Nous vivons dans un monde magnifique et nous sommes complètement interconnectés.
Est-ce qu'on se rend compte que 90% d'entre vous, c'est pas vous? J'ai parlé de des arbres. Votre respiration, elle vient des arbres, c'est pas ça vous appartient pas. Donc pourquoi vous sentez-vous différent, séparé des autres? Pourquoi vous sentez-vous quelqu'un d'autre? Parce que 90% de cellules de votre corps, des microbiotes de votre corps ne sont pas humains. 90%, c'est quand même énorme. Alors les scientifiques maintenant se réveillent, alors que notre tradition ancienne l'a déjà dit, et les scientifiques maintenant sont en train de se réveiller et de comprendre certaines choses de la nature. Alors notre microbiome représente 100 trillions de microns. Quand vous nourrissez bien la terre et le sol, eh bien, vous éliminez les toxines, les pesticides, et cetera, parce que sinon vos intestins sont attaqués. Toutes les maladies d'aujourd'hui sont liées au microbiome des intestins, qui se trouvent dans les intestins. Et pourquoi on utilise, pourquoi est-ce que ça s'appelle le deuxième cerveau? C'est un système qui comprend des millions de cellules nerveuses qui ont des capteurs et ces petits capteurs ont besoin de nourriture. Donc il se peut qu'on ait de la nourriture, de la malbouffe sur nos étagères et Monsieur Gates, qui est ma personne préférée après Monsanto, parce que c'est lui qui fait le travail de Monsanto maintenant. Pas plus tard qu'hier, on a découvert que c'est le plus grand propriétaire au monde. Il est devenu celui qui possède le plus de terrain aux États-Unis et en même temps, il parle de dématérialiser, de tout qui est virtuel. Oubliez votre nourriture, oubliez votre sol, et cetera. Tout est digital, tout est numérique et il vous vole la nourriture en possédant la terre, le sol. Il nous apporte à manger, nous donne à manger de la nourriture artificielle. Dans les produits chimiques, la nourriture industrialisée, tout cela fait du tort à nos intestins. Est-ce que vous imaginez le tort que ça peut nous faire? Comment est-ce que c'est synthétisé tout cela? Comment est-ce que cela peut avoir un effet sur nos intestins? Quel effet cela peut avoir sur nos intestins? Donc la meilleure façon de prendre soin de vous et de prendre soin des autres du monde, c'est de se rendre compte qu'on ne fait qu'un. Je prends soin de mes intestins et il faudrait aussi que je prenne, soin de la terre, du sol. C'est une loi écologique, c'est imparable et donc il ne faut pas se demander comment je prends soin de moi et comment j'ai des soins de santé parce que c'est la même chose, c'est le même processus, en fait. Alors ceux d'entre vous qui sont très inquiets, par rapport au changement climatique, eh bien, je voudrais vous partager quelques chiffres. Avant la conférence de Copenhague qui a tué, en fait, les résultats de cette conférence, en fait, il devait en sortir un accord contraignant et finalement, c'est pas contraignant du tout. Alors la discussion sur le changement climatique n'est que très partielle. On ne fait que mesurer les émissions sans savoir d'où viennent vraiment ces émissions et sans lier nos actions responsables à ces émissions. Mais on n'a pas cherché des solutions qui viennent de la terre vivante, de notre terre nourricière. Là, on peut être co-créateur. Et là, 45% des gaz à effet de serre viennent d'une agriculture industrialisée qui détruit également notre santé. En fait, la plupart de mes écrits ont montré que si on ne cultivait pas autant d'OGM, si on ne détruisait pas l'Amazone ou si on ne détruisait pas les forêts amazoniennes, on n'aurait pas faim, on ne connaîtrait pas ces nouvelles pandémies, que ce soit le SARS, l'Ebola, le Covid ou autre. Donc au cours de ces 30 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Les indigènes ont toujours vécu dans leur forêt. Ils n'ont jamais eu ces maladies. Mais au cours de ces 30 dernières années, la mondialisation a rasé tout et a conduit à des épidémies. Et cette invasion de maladies et de microbes a amené cette nouvelle pandémie. Évidemment, nous savons également que l'agriculture est devenue intensive, on s'occupe de génie génétique, mais je voudrais dire que l'agriculture intensive et industrialisée
se concentre sur la production, mais la production se base sur les produits chimiques, les agents cancérigènes et autres. Il y en a 2. On utilise par exemple 2 litres de produits chimiques pour produire des litres d'engrais. Ce sont des produits qui sont vraiment beaucoup plus mortels que d'autres produits naturels. C'est ça qu'on fait là, nous, l'agriculture biologique. Les haricots, par exemple, fixent l'azote pour nous sans faire du tort au sol, ni à l'environnement, ni aux océans. Donc 15 de ces gaz à effet de serre viennent de la production et 15 à 18 viennent de la destruction des forêts. Ça s'appelle le déboisement. Et puis, la bonne nourriture est à notre disposition et on l'emballe dans de l'aluminium parce que ça garde l'alimentation plus fraîche. Ça nous fait disposer de cette alimentation pendant 2 ans, alors qu'on sait très bien que dans l'aluminium, ça devient toxique. Donc, on traite, on emballe, on tue le commerce local et puis il y a les multinationales, Walmart et autres. L'agro-industrie, c'est une industrie énorme et là, ça représente encore 20 à 25 d'autres gaz à effet de serre. Et à cause de ces longues distances qu'utilise l'alimentation, il y a énormément de déchets. On crée environ encore 4 de gaz à effet de serre. Au niveau local, dans mon pays, on a des débats énormes entre nous et on dit toujours et on insiste toujours sur, l'anti-gaspillage. Alors, ce que je n'utilise pas moi-même, j'en nourris mes animaux. On mange tout chez nous, on ne jette rien. On ne Par exemple, les bananes, on utilise la peau, les fruits, les feuilles. Et on a fait tellement de travail dans le domaine de la biodiversité en Inde que c'est vraiment quelque chose qu'on aime vraiment partager avec vous et nous espérons qu'après ce confinement, vous pourrez nous rendre une petite visite sur place et qu'on pourra en parler. Alors, comment cultivez-vous votre nourriture? Eh bien, cela décide de votre production de gaz à effet de serre. C'est exactement la même chose que l'on fait à la planète. Ce qui se passe dans la planète se passe à l'intérieur de votre corps aussi. Ce qui fait du tort à la planète vous fait du tort à vous. Et alors on en revient encore au même point, c'est que le soin personnel et le soin de la planète, c'est la même chose. Ça ne fait qu'un. Vous soyez obsédé par votre santé, obsédé par la santé de la planète, vous ne pouvez pas vous retirer du fait que vous enlevez de la tête du fait que c'est la même chose. Pour moi, le jardin, c'est là que l'on va trouver les solutions. D'ici 15, 20 ans, il y a un mouvement qui est né il y a 15 ou 20 ans et qui s'appelle les jardins de l'espoir. Et comme on a vu que avec ce confinement, tout a été complètement bouleversé. Mais ces jardins créent davantage d'espérance. Et les gens qui cultivent ces jardins parlent parlent aux autres de la nutrition, parlent aux autres des plantes qui renforcent votre immunité. Il y a tellement de choses à dire sur les plantes, sur la nature. Alors, permettez-moi maintenant de passer à des étapes concrètes que j'ai vécues dans ma vie pour ne pas m'épuiser, pour ne pas tomber dans le burn-out et pour rester active. Ça fait 50 ans de militantisme, 40 ans de militantisme agricole. Le mouvement que j'ai démarré dans les montagnes au début des années 70 démarrait déjà de là. Et ça, c'est un point, c'est un endroit très important où l'on peut apprendre à ne pas tomber dans l'épuisement. Et j'aime beaucoup cette fondation, cet arbre. Et moi, je me dis toujours, même si on me tue, on ne peut pas tuer les arbres. Eux, ils ne peuvent pas s'épuiser. Alors, il y a 300 ans, presque 400 femmes ont donné leur vie pour protéger un arbre sacré. Il est sacré parce que sans arbre, le désert s'étend. Donc, plus de 370 femmes ont donné leur vie pour ne pas qu'on tue cet arbre sacré.
Et donc, l'amour transcende toujours tous nos problèmes. C'est l'antidote à tous ces types de problèmes que nous rencontrons actuellement. Voilà, c'est une chose. Deuxièmement, alors les carburants fossiles et l'un de ces paradigmes ont créé un concept très étrange, l'épuisement énergétique. On nous dit que l'énergie crée l'entropie. Bon, ça c'est en physique. On produit et puis il y a des déchets. Mais dans la vie et dans la nature, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de déchets. Et de façon très intéressante, l'un des fondateurs très éminents de la philosophie quantique, de la physique quantique, nous le montre. Il y a un petit livre qui a été publié, un livre très important et très intéressant. Ah, désolé, j'ai oublié le troisième principe. Je reviendrai à ce troisième principe après, c'est très important. Donc, comment ne pas arriver à l'épuisement. Donc, premier principe, l'indivisibilité. Deuxième principe, le potentiel. Je ne suis pas une identité alien. Troisièmement, l'incertitude. Et vous allez paniquer si vous n'êtes pas certain de ce qui va se passer demain. Laissez couler. Donc, cet homme a écrit un livre très intéressant sur ce qu'est la vie. Et en tant que physicien, il a dit que la magnificence de la vie, c'est qu'elle crée une entropie négative. Donc, chaque fois que vous vous dites «Oh mon Dieu, je suis fatigué, je suis épuisé, j'en ai trop fait, je n'en peux plus», souvenez-vous que vous faites partie de la vie, du monde vivant, et dans un monde vivant, l'énergie est créatrice. Elle est autoportante, elle vient de votre âme, de votre intérieur, elle vient des arbres, des océans. Donc, nous sommes des agents créateurs. Et en tant qu'agents créateurs, nous générons de l'énergie, nous produisons de l'énergie. Comment produisons-nous cette énergie? Grâce à nos relations, en donnant aux autres, en se donnant aux autres. Autre chose que j'ai apprise également, et ça c'est un enseignement personnel, c'est que, bon, généralement, on se concentre sur ce qu'on donne et puis on est blessé quand on ne reçoit rien en retour. Donc l'attente d'un retour, de recevoir quelque chose en retour peut vous blesser et peut vous épuiser même. Moi, je vais avoir 70 ans, j'ai pas mal d'expériences différentes dans ma vie et grâce à ce livre qui s'appelle le Gita, j'ai appris, en lisant ce livre, que la créativité vous demande de donner le meilleur de vous, de vous donner avec passion, sans attendre quoi que ce soit en retour, sans calculer ce que vous allez recevoir en retour. C'est pour ça qu'il faut donner avec passion et puis se détacher du résultat. Et cette association de passion de donner et de passion ou manque de passion, disons, d'attente, on n'a pas d'attente de recevoir, eh bien, cela vous libère. Cela vous libère. Il ne s'agit pas de séparation, de division. La séparation, c'est la racine de l'aliénation. Mais le fait d'être interrelié, interconnecté, avec une certaine transcendance, en transcendant les attentes, vous donne une capacité, vous donne des forces incroyables. Et je voudrais résumer cela en 2 phrases. Quand vous travaillez de façon égoïste, vous travaillez pour votre ego. Vous êtes séparé, divisé du reste, des autres. Vous attendez quelque chose des autres. Ça peut être, je ne sais pas, de l'argent, un pouvoir politique, etc. Vous attendez en tout cas une puissance, un pouvoir. Mais détachez-vous de ce pouvoir, donné profondément et là, vous devenez écologique. Vous devez Vous devenez un être écologique et un être écologique est toujours nourri. Vous n'aurez pas peur de
qui vous nourrira, de savoir qui vous nourrira. Vous serez nourri. Moi, depuis 82, j'ai toujours fait confiance au monde et j'ai donné tout ce que je pouvais. Une autre leçon que l'on peut tirer de tout cela, pour moi, et je le dis très souvent, j'entends dire: «Oh, le changement climatique, c'est un problème énorme, les inégalités, le racisme». Il y a plein de problèmes horribles dans la société. N'oubliez pas que le monde le monde ne repose pas sur vos épaules, c'est le monde qui vous porte. Souvenez-vous de votre capacité, de votre potentiel et rappelez-vous en même temps de votre petitesse. Être petit, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'importance. Et être grand, ça ne veut pas dire que vous avez de l'importance. Parce que si vous êtes grand, vous pouvez écraser les autres. Alors une autre leçon que j'ai apprise, c'est de connaître votre vérité, vos expériences que vous avez vécues. Il y a trop de fake news, trop de propagande. Ne vous laissez pas prendre par tout cela. Dans votre vie, vous avez des relations avec les autres. Via ce militantisme, vous connaissez le sol. Vous faites partie du sol. L'humus, c'est le sol. Vous créez. Et finalement, quand vous êtes conscient de votre interconnectivité, vous devez également cultiver la communauté de façon consciente, en pleine conscience. Parce qu'on n'est pas dans une société où une partie du système social, c'était la communauté, comme dans les sociétés, dans les anciennes communautés indigènes. Nous devons recréer ces communautés, nous régénérer ce qui est dégradé. C'est un monde passionnant. Ne vous sentez jamais seul, ne vous sentez jamais déprimé. Nous vivons dans un monde magnifique. Et nous sommes des personnes magnifiques qui vivent dans un monde magnifique. Merci. Thank you. Thanks a lot. Thank you for reminding us Merci beaucoup. Merci de nous avoir rappelé la véritable définition de l'écologie parce que je pense que nous l'oublions. C'est le lien entre tous les êtres vivants. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci aussi pour les leçons que vous avez partagées avec vous. C'est peut-être ce qui a été le plus puissant pour moi, conjugué aux autres éléments, bien sûr. As much as you can your activism, but to low down a bit the expectation. Donner avec passion, mais se détacher d'une éventuelle attente. C'est l'un des éléments clés que vous avez souligné. Nous allons maintenant passer aux questions du groupe. Nous avons reçu énormément de questions. Alors, je vais commencer par une question posée par Rita. Elle dit qu'au Luxembourg, moins de 5% des légumes sont produits donc au Luxembourg, 25%, et en même temps, les terres deviennent de plus en plus chères, le foncier devient de plus en plus cher. Que pouvons-nous faire? Quelles sont vos suggestions? Comment éviter la perte des terres, la perte du sol ou des sols? Alors, partout dans le monde, il y a eu beaucoup de mouvements pour défendre le sol vivant. Et en Italie, je me souviens d'un mouvement qui s'appelait Libérer le sol. Libération de 3 éléments: des substances chimiques, de la bétonisation et de la spéculation immobilière. Alors, la personne qui était la plus riche au monde il y a encore 3 ans, mais qui reste la personne la plus puissante en termes d'influence sur la situation du monde, que ce soit dans l'écologie, la santé, l'état des femmes, la condition des femmes. Si l'on regarde Forbes, c'est le plus grand propriétaire au monde. Alors, pourquoi ne
Alors, l'avenir de l'agriculture, ce serait une agriculture sans agriculteurs ou sans paysans? Non, non, il faut défendre le sol, le sol qui soutient la vie et donc retrouver le mouvement des communes. Nous devons reconstruire une toute nouvelle culture, bas les mains aux forces de spéculation. Vous avez parlé que seulement 5% des légumes sont cultivés au Luxembourg parce que nous sommes parce qu'il s'agit d'un pays riche. Eh bien, depuis 30 ans, j'ai étudié le phénomène de la mondialisation. Les pays en fait, il y a toute une conception derrière le modèle dominant. Euh, L'idée, c'est que les pays ne soient pas autosuffisants. C'est la doctrine depuis Kissinger. Alors, les règles de l'OMC, de la Banque mondiale, l'idée, c'est que les pays ne soient pas autosuffisants. Le Mexique doit même importer du maïs. Et dans mon pays, nous nous sommes beaucoup battus pour la souveraineté alimentaire. Alors, comment augmenter cette part, ces 5%? Battez-vous pour plus de justice dans le système alimentaire. La raison pour laquelle vous importez plus, c'est que quelqu'un fait du profit et d'autres sont exploités. Donc là, les mouvements pour la justice sont importants. Bon, en Espagne, qui fournit beaucoup de produits bio pour l'Europe, mais les personnes qui travaillent en Espagne travaillent dans des conditions d'esclavage. Et donc, assumer ses responsabilités pour cultiver ses fruits et légumes de manière locale, régionale, c'est en fait un impératif écologique de survie. En Europe, le Luxembourg fait partie de l'Europe, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas partie, pas comme le Royaume-Uni. Non. Alors, il y a le programme de l'étable à la table ou de la fourche à la fourchette. Alors, suivez bien ce programme de près et voyez quels sont les engagements qui ont été adoptés. Veillez à ce qu'il y ait des économies circulaires locales. Ce sont tout de même des engagements qui ont été pris au titre de ce programme. Et comme je le disais pour Paris, eh bien, quand les négociations étaient un peu euh, difficiles, nous avons planté des jardins, des potagers et une loi a été adoptée à Paris. Oui, il faut que les terrasses soient végétalisées, par exemple. En fait, en fait, une culture maraîchère pourrait être une priorité. Les options sont illimitées, mais en tout cas, il y a deux choses auxquelles il faudra s'attaquer. L'agriculture industrielle et les subventions, parce qu'une grande partie des impôts sont utilisés en ce sens, et puis les règles les règles commerciales qui fonctionnent pour l'agro-industrie. Alors, la malbouffe, les règles de sécurité, non, nous devons réécrire ces règles, mais à partir de la base. Thank you. Merci. Yeah, we know that as being human and as being Oui, disconnected to this relation to nature and so on, on we ne peut are être en relation avec la nature. Ça, c'est un grand problème. Et first, why should la we planète est care en train about d'être the notion of détruite. we created ourselves, so it's just self-care and so on. But Alors, also, what do you think about que do pensez-vous you believe in collapsology and what Croi- should be que pensez-vous de la collapsologie? what should we as humans do? Yeah. Est-ce Well, que if I was to believe ce in modèle collapsology, d'écroulement, si je croyais à la collapsologie, à ce moment-là, je devrais croire à d'autres éléments également, comme l'avarice, comme l'irresponsabilité ou l'avidité. Moi, je dirais qu'il y a des règles qui reposent sur l'avidité qui sont en place dans ce monde. C'est cette histoire des 1% et des 99%. En fait,
J'ai écrit un ouvrage sur cette question des 1% et des 99%. C'était à l'occasion des négociations de Paris. Et je vais vous montrer un ouvrage, vous pourrez le rechercher. Nous avons le choix. Alors, l'avenir de notre pain quotidien s'intitule cet ouvrage Régénération ou effondrement. L'effondrement signifie que je crois en ce modèle-là. Et moi, je dis non. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se produire si, justement, nous n'utilisons pas nos ressources pour faire autre chose. Mais nous pouvons également choisir le chemin de la régénération. Et si nous choisissons la régénération, eh bien, l'effondrement ne se produira pas. La régénération, non seulement c'est possible, mais c'est notre obligation morale et éthique. C'est d'ailleurs la loi de la nature. La nature se régénère elle-même et nous devrons pratiquer l'agriculture comme la nature. Nous devrons également nous régénérer. Donc, l'effondrement signifie, en quelque sorte, que nous n'arriverons pas à apporter le changement. Et je dirais encore autre chose, et c'est une leçon que j'ai appris en étudiant l'histoire, mais de mon expérience de vie également. Des systèmes vivants se régénèrent. Alors, les systèmes puissants peuvent avoir l'air d'être puissants, mais à court terme, sous l'Allemagne nazie de Hitler, peut-être que certains se disaient voilà, que cette puissance ne s'arrêterait jamais, puis il s'est suicidé finalement. Il y a eu la Convention des droits humains. Il y a toute une série d'évolutions après la fin du nazisme. Tout pouvoir abusif connaîtra une fin parce qu'il n'est pas aligné aux lois de la nature et donc ne se régénère pas. Quelle que soit la situation, même si c'est horrible, souvenez-vous toujours que cela passera. Cela fait partie des lois de la nature. Vous avez parlé de la bétonisation. Qu'est-ce que cela signifie? La, la bétonisation. Eh bien, c'est-à-dire cimenter le sol, imperméabiliser le sol. Il n'y a rien de naturel là-dedans. En, en fait, il y a des subventions qui sont accordées et qui sont négatives. De plus en plus de bâtiments sont construits. Et, et par exemple, dans mon pays, où la population est quand même très, très importante, il y a toujours de nouvelles constructions. Alors, toujours de nouvelles constructions juste pour gagner du temps, de plus en plus d'autoroutes qui sont en train de drainer le sol, de le bétoniser. Ça se passe en Europe également, donc l'industrie des autoroutes est très rentable. Ils sont en train de nous voler nos sols. C'est ça ce que j'entends par bétonification. Partout dans le monde, des mouvements se créent. Deux questions. La résistance en Inde. Quel est votre lien avec les paysans à New Delhi et leur lutte? Et où trouvent-ils leur force pour résister et continuer à résister depuis tellement de temps? Alors, moi, j'ai étudié la théorie quantique. J'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture en 1984 parce que des protestations similaires se produisaient au Pendjab, où la révolution verte a vu le jour. Il y avait une usine de pesticides qui y était implantée. Il y a eu des fuites et des milliers de personnes sont mortes. Il y a eu des malformations congénitales, y compris maintenant, plus de 30 ans après. Et c'est cela que tout a commencé pour moi. J'ai compris à ce moment-là pourquoi l'agriculture était tellement importante. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Nous parlons vraiment de génocide à grande échelle. Et, et j'ai consacré ma vie à un chemin de non-violence, d'alternative
à cette violence. Donc en 84, je me suis intéressée à tout cela. J'ai écrit un ouvrage euh, sur la révolution verte. Alors, je me suis battue contre Monsanto, j'ai essayé de sauver des graines, des semences. Je me suis intéressée à la mondialisation et dans les années 90, j'étais aux côtés des paysans. L'agriculture est beaucoup trop précieuse pour faire partie d'accords de libre-échange. Alors, nous avons organisé des manifestations de plus de 200 000 personnes. Il y a même eu un film qui a été réalisé, Les guerres des graines, Seed Wars, à Bangalore. Mais ce sont des éléments intéressants. Alors, chaque personne est résiliente et tout le monde me dit que la résilience vient de la terre, la résilience vient du sol. Et j'aimerais vous montrer une chose. Les personnes les plus résilientes vivent au Punjabi. C'est là que la révolution verte a vu le jour. Ils ont souffert le plus longtemps également. Leurs terres ont été détruites. Il y a beaucoup de personnes souffrent de cancer ou ont succombé à des cancers. Donc, ont payé le prix fort. Donc, depuis 84, ces personnes du Punjab se sont battues. Et ces personnes ont compris que si elles n'étaient pas, ce serait la fin. Ils suivent Guru Nanak, un gourou sikh qui a transcendé certains mouvements religieux, notamment dans l'islam. Et vous savez ce qui est le plus beau dans ces manifestations, ces protestations, ce sont les chants. Et, et ce Sikh gourou a dit que la nourriture doit être partagée. Si vous connaissez les Gurdwaras, ils donnent toujours la nourriture. Ils ont des programmes pour nourrir la communauté. Et ils chantent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils chantent? L'air est mon maître, l'eau est mon père et le sol, c'est ma grande mère. Et c'est de là que vient la résilience. Deuxième bataille, un peu partout dans le monde, c'est le mouvement Fridays for Future. Alors, les générations futures devront vivre avec nos erreurs, les conséquences de notre train de vie. Que pouvons-nous faire? Alors, 3 éléments. Alors, démocratie pour la Terre. Les droits de la nature sont liés aux droits des générations futures. C'est l'une des causes que je défends. Je m'intéresse à la partie théorique et aux solutions pratiques. Je viens de finir Sol en février. Je vais organiser un événement sur le sol et puis en mars, un événement sur l'eau et puis Soil, not oil, donc le sol, pas le pétrole. Donc, il y a pas mal de causes que je défends. Et peut-être si j'arrivais à faire un copier-coller, je partagerai tous ces liens sur la messagerie. Je vais vous envoyer tous ces éléments par courriel pour que vous puissiez partager avec tous les participants et pour qu'ils puissent étudier cela si ça les intéresse. Première chose. Tout d'abord, il faut concentrer toute son énergie sur ces mouvements portés par la jeunesse. Quand j'ai rencontré Greta, je lui ai dit, Strike on Fridays, oui, c'est très bien, mais les autres jours, fais des actions positives. Laisse chaque école faire la grève le vendredi, les vendredis pour l'avenir, la grève, oui, mais pour les autres jours, faites quelque chose de positif. Par exemple, Earth University. Et en fait, un jardin peut être une salle de classe. Il
Pouvez-vous imaginer l'énergie qui pourrait être générée? Il s'agirait de changer les récits sur l'alimentation, sur l'avenir. En fait, en Inde, nous avons un profond respect pour nos ancêtres, euh, pour les anciens, pour les parents. Et ce lien a été brisé dans le monde occidental. Le respect pour les parents. Combien de personnes sont décédées du Covid dans des maisons de retraite? Ces personnes devraient être à la maison auprès des personnes qu'elles aiment. Et donc, oui, la priorité est accordée à la vaccination des personnes âgées. Et je pense aux chiffres de la Norvège où il n'y a eu que 23 personnes qui sont décédées dans des maisons de retraite. Non, il faut réinvestir les liens et réfléchir également aux anciens, aux ancêtres, et également aux différentes cultures. Et il faut jeter tous ces ponts. Et à ce moment-là, Fridays for the Future, oui, ce sera véritablement l'avenir en combinant tous les éléments. Que pensez-vous de l'idée de ralentir? Piece of life. So, an idea which has been put forward a lot by the degrowth movement. Donc, une idée prônée par le mouvement de la décroissance. Que pensez-vous de ce phénomène? Alors, pour ralentir, j'étais vice-présidente du mouvement Slow Food pendant de nombreuses années. Et je viens de finir un ouvrage qui sera publié en Inde sur le fait de ralentir. Et je me suis intéressée à chaque aspect du fait de ralentir. Ralentir pour approfondir la démocratie. Ralentir c'est une idée folle, cette croissance infinie. C'est terrible à chaque niveau. Alors, les engrais ont été pendant la guerre, l'industrie de l'armement donc voulait défendre son secteur. Le concept du PIB a été conçu pour pour extraire en fait certains éléments du cycle. Le PIB est devenu l'unité de mesure. C'était en temps de guerre, mais ça n'a pas été abandonné parce que c'était quelque chose de rentable. Dans mes ouvrages, j'explique comment il s'agit d'un concept patriarcal qui ne tient pas du tout compte ni du travail de la nature, ni du travail des femmes. J'ai travaillé avec le gouvernement du Bhoutan qui a dit que le PIB ne mesure rien du tout. Nous allons mesurer le bonheur national brut parce que ce qui compte, c'est le bonheur et le bien-être. Et nous avons besoin de ralentir et de calculer véritablement le bien-être dans la société. Le développement, c'est un mot biologique. La signification du développement a été dénaturée. Nous devons défendre nos jardins. Bien sûr que nous voulons de la croissance, mais surtout de la croissance de systèmes en faveur de la vie et pas de systèmes qui tuent la vie. Et il y a des économies vivantes et il y a des économies mortes. Il y a des démocraties vivantes et des démocraties mortes et des cultures donc en faveur de la vie et contre la vie. Je vous vois sourire. Oui, je disais que oui, je suis fan absolu. Je vous vois sourire, je reçois beaucoup d'informations très intéressantes, beaucoup d'énergie de votre part. D'où vous vient cette énergie, cette positivité? Qu'est-ce qui vous motive? Comment équilibrez-vous tout cela dans votre vie au quotidien? Alors, si j'étais un appareil, un engin, pardon, je serais, attendez une minute, j'aurais pas besoin d'être rechargé comme ça si j'étais un appareil. J'aurais pas besoin de source électrique ici, j'ai besoin d'un câble, le mien est presque fichu, je devrais me recharger, mais on n'est pas des appareils, on n'est pas des machines, on n'est pas des appareils mécaniques qui ont besoin d'apports externes d'énergie. Nous faisons partie d'un système vivant complexe
Et nous faisons partie également de la logique de ce système vivant. Comment fonctionne ce système vivant par rapport aux machines? C'est différent. Les machines sont assemblées de l'extérieur. Quand il y a plus de carburant, il faut, faire le plein. Quand il y a plus de charge, il faut recharger les batteries, toujours avec un apport extérieur. Les systèmes vivants sont des systèmes autopoétiques. Ça veut dire qu'ils se rechargent eux-mêmes. Ils ont la capacité de renouveler constamment leur croissance parce que la croissance régénère la personne humaine. Ça, c'est la différence énorme entre les deux, tout comme le combustible fossile qui, a besoin d'énergie extérieure pour être rechargé, tandis que les hydrates de carbone, c'est tout à fait différent. Je ne suis pas d'accord avec Bill Gates qui veut décarboniser le monde. Alors là, on serait tous morts parce que le carbone vivant, c'est la vie. C'est la même chose pour l'énergie. Il y a de l'énergie combustible, de l'énergie mécanique qui se transforme en énergie électrique. Et puis même si vous utilisez les énergies renouvelables, etc., étant donné qu'à partir du moment où il y a un apport extérieur, à un moment donné, vous serez toujours en panne d'énergie, de systèmes qui régénèrent l'énergie. Tandis que nous sommes des systèmes autopoïétiques. Et donc, nous générons nous-mêmes de l'énergie. Nous sommes autogénérateurs d'énergie. Si vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous recevez l'énergie. Vous donnez, mais vous recevez énormément. Ça, c'est le flux d'énergie. Je travaille énormément avec les communautés dans un esprit de service, mais ce que je reçois d'eux, je ne peux même pas commencer à calculer. Toute ma vie a été consacrée à résoudre les problèmes de la Terre, à aider la Terre. Je ne vais pas commencer maintenant à compter tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai reçu de la Terre. Très bien. En Europe et au Luxembourg, on parle de permaculture, d'agriculture bio, de manger sainement, etc. Est-ce que c'est pas un peu élitiste à votre goût? Comment pouvons-nous réorienter ce système, cette agriculture pour pour qu'elle soit plus accessible à tous? Oui. Alors, comme je l'ai déjà dit, il faut lutter contre l'injustice du système. La nourriture qui est produite à haut coût écologique, d'où l'extraction des espèces, le changement climatique, etc. Ce système produit de façon magique de la nourriture bon marché. Et en tant que scientifique, moi, je retourne mon esprit dans tous les sens et je me dis: «Mais comment ça se fait? Où est-ce que cette magie, se produit?» Alors, tout d'abord, il faut que la nourriture soit bon marché. Subvention. Vous parlez de subvention. Eh bien, l'argent des impôts, il sert à quoi? Il faut lutter pour que cet argent des impôts soit utilisé pour régénérer cette bonne nourriture, pour que la nourriture bio, locale, etc., bon marché, soit accessible à tous. Alors, deuxièmement, les supermarchés, l'agro-industrie qui créent des monopoles. Ils essayent de réduire, de baisser les prix. Donc, le fermier, qu'est-ce qu'il reçoit? 1 de sa production, 1 de ses coûts. Alors, de plus en plus de distance pour acheminer cette nourriture. C'est un système injuste mentalement et intellectuellement. Il faut lutter contre ce genre de système. Ce système est plein d'anti-vérités. Il y a des choses qui viennent, il faut que ce soit des choses qui viennent de la nature, qui soient bon marché, accessibles. Nous devons donc lutter contre la violence faite aux pauvres. On leur donne de la nourriture, de la malbouffe, pardonnez-moi l'expression, mais les subventions que vous payez pourraient encourager l'agriculture biologique, pourraient donner à manger aux familles. Et c'est là que le Brésil a fait un travail exceptionnel. Nous devons réactiver le système, nous devons réapprendre. Je ne dis pas qu'il faut mettre fin aux subventions,
Je dis qu'il faut les changer, les transformer pour protéger la nature et pour être sûr que les agriculteurs soient justement payés. En Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un terme à la nourriture fraîche pour les enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent aux familles pour acheter de la malbouffe aux enfants. J'ai vu le pays le plus riche au monde, aux États-Unis, qui souffre de désert alimentaire. Ben, je ne sais même pas ce que ça veut dire, désert alimentaire. C'est là où les pauvres vont dans des magasins qui sont ouverts toute la journée et achètent de la nourriture pour animaux et mangent cette nourriture réservée aux animaux. Donc ces subventions, pour moi, ce sont des mensonges et sans cela, la nourriture ne sera pas réservée à tous de façon abordable. Ça, c'est vraiment un mensonge qui est produit par la nourriture industrielle. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle il faut mettre un terme. La nourriture écologique produit davantage de nutrition, de santé. Et si les subventions et si les monopoles ne détruisaient pas les prix, l'agriculture écologique serait beaucoup plus accessible. Et c'est là que l'argent public peut intervenir. Et c'est là qu'il faut diriger vos travaux sur l'agriculture. Autre chose que vous devriez faire aussi en Europe, c'est d'empêcher la grosse agro-industrie de entrer en contact, entrer en compétition les uns avec les autres et qu'ils arrêtent de lutter contre ceux qui se battent pour une alimentation équitable et accessible. Alors, j'ai déjà répondu à quelqu'un qui m'a dit: «On doit sortir de ce système». Il faut en tout cas sortir de cette toile d'araignée des mensonges qui vous encerclent. Alors moi, je leur ai dit: «Mes intestins sont en très bonne santé, merci. Et si mon esprit est libre, si je ne suis pas envahi par la propagande, mon esprit est un esprit sauvage. Si ma communauté a tout ce dont elle a besoin, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous régénère. Il ne s'agit pas de retirer les êtres humains de la nature, mais faire entrer la nature dans notre économie. On peut dire que c'est pas vrai, on peut l'exploiter, on peut exploiter la nature, mais cet apartheid écologique entre la nature et l'être humain doit être dépassé, doit être écrasé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce recette de l'économie mondiale, de cette remise à zéro. C'est une idée complètement folle. Tout sera numérique, qu'on nous dit. Mais c'est une idée complètement démente. Et on nous dit aussi que la nourriture sera basée sur un seul régime. Ce sont des visions que nous devons lutter et créer des solutions réelles à partir du terrain. Et pour nous, ça veut dire que l'action doit être locale avec une conscience mondiale. La solidarité internationale doit être un élément très important pour tous les acteurs locaux. Dans quelle mesure croyez-vous que l'industrie alimentaire va jouer un rôle très important sur notre nourriture, sur notre survie dans les années à venir? N'est-il pas urgent d'éduquer nos enfants à la démocratie, aux institutions, à la participation aux institutions, etc.? Comment y arriver? Comment les traiter sur un pied d'égalité? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'apprentissage industriel pour l'ère industrielle a produit cette aliénation, cette division. Parce que dans ces cas-là, on apprend à la division. On en revient à Descartes, à la théorie de Descartes. Et comme je l'ai dit au début de ma présentation, toute l'éducation
numérique rétrécit notre cerveau. Ce qu'il nous faut, et pourquoi est-ce que j'ai démarré cette université de la Terre, c'est que j'ai toujours appris en regardant la terre, en faisant, en agissant, en regardant travailler les agriculteurs. Ça, c'est l'éducation pour la démocratie. Cette démocratie doit être participative, pas seulement pour que la communauté humaine, mais participation de toute la communauté humaine. Il faut également pouvoir créer une économie en travaillant avec la nature. Parce que maintenant, on est dans ces 99 d'idées jetables que comme Zuckerberg l'a dit et Microsoft, ce sont des chiffres qu'ils nous donnent. Mais nous, on n'a pas besoin de ces chiffres-là. Moi, j'ai pas besoin d'un smartphone pour jouer à des jeux, c'est ce qu'ils disent en fait. Non, ce 90 99 doit dire: «Non, non, nous voulons être co-créateurs, nous voulons être co-créateurs de l'économie». L'université de la Terre, c'est un centre d'apprentissage, mais il nous faut d'autres centres d'apprentissage partout. Alors, j'en ai déjà parlé, on a besoin de de bonne nourriture dans les écoles pour nos enfants. On a besoin de jeunes également qui connaissent la nature, qui se promènent le long des rivières, qui vont se balader dans la forêt. Je viens de remettre un prix à un jeune de Mumbai qui est naturaliste dans la ville. Et quand je lui ai remis le prix, je lui ai dit: «Mais comment ça se fait que tu fais ça dans la ville?» Il m'a répondu: «Il suffit de regarder, la nature est partout». Et pour moi, l'une de mes des plus belles images que je garde en tête, c'est que l'Europe, maintenant, vient de se rendre compte que le Roundup est mauvais et sur les trottoirs, il y a plein de plantes, de toutes sortes qui poussent sur, les trottoirs et ça, c'est la résilience. Voilà, ils nous bétonifient et bien nous, on laisse passer les herbes au travers des pavés et c'est ainsi qu'on peut être, créateur et ramener la vie. Les jeunes doivent apprendre cela, doivent connaître la nature. What would be so two last questions, I think, Encore 2 petites and then questions I will let you et to go puis on. je vous laisserai, What would be dormir. your message to Quel those serait votre who want message, tout d'abord aux leaders politiques, européens et luxembourgeois to people like us who invest et their lives votre in message making the world better? à nous qui investissons dans l'amélioration de notre futur? Alors, d'après ce que j'ai entendu, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, non? Oui. Alors, comment est-ce que le Luxembourg pourrait utiliser tout l'argent qui est produit pour, montrer un autre chemin, un chemin sur lequel l'argent est un facilitateur? La maladie dont nous souffrons, c'est que tout ce qui est vivant donne et reçoit. Et moi, je suis convaincue que la nourriture et l'eau, ce sont les monnaies les plus importantes. Ça, c'est ma conviction. Mais l'argent, c'est la seule chose qui a été enlevée du cycle de la vie. Et quand il est utilisé pour mesurer les ressources, ça devient du capitalisme, et puis maintenant ça devient de l'argent fictif, des crypto-monnaies qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Sauf quand vous voulez acheter la terre des autres, à ce moment-là, c'est réel. Et donc, ça ne correspond pas à un reflet de sa valeur. Bon, c'est une comparaison un peu forcée, mais une des raisons qui explique que tout ce qui se passe au Luxembourg, c'est qu'il y a encore de nouvelles prisons que vous recevez maintenant, que vous créez maintenant. N'oubliez pas que Gates était l'un des plus gros propriétaires terriens. Dans mon pays, on a eu la numérisation, on s'est débarrassé de la monnaie. Donc, se débarrasser des monnaies et ils introduisent l'intelligence artificielle pour nous donner une certaine valeur. Maintenant, je crois que le Luxembourg va perdre de la valeur quand cet ancien système numérique va partir. Il faudrait investir cet argent dans la transition, pour faciliter la transition, pas refinancialiser la nature que d'autres font déjà dans le monde, qui veulent maintenant encore gagner plus d'argent à partir de là, mais introduire cet argent dans la nature
Donc, s'instruire, demander à la société civile comment investir l'argent, où la société civile voudrait investir cet argent. Le Luxembourg, c'est un petit pays, et vous avez un privilège parce que vous êtes un petit pays. Et dans ma vie, j'ai appris que quand on est petit, on s'adapte mieux, on est plus résilient. Les dinosaures sont éteints depuis longtemps et les tout petits ont survécu. Donc la petitesse engendre une certaine souplesse. Et cette petitesse de votre pays peut être une grande expérience de transition pour vivre dans ce monde en étant un sur cette planète. Encore un dernier message pour les gens qui investissent leur vie dans un monde meilleur. Ouais, tout ce que je peux vous dire, c'est merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir fait ce choix. Parce que chacun d'entre vous aviez un autre choix. Vous auriez pu, je sais pas, vous engouffrer dans le monde financier et passer votre temps à spéculer ou à jouer au casino. Ou vous auriez pu faire de l'agro-industrie. Chacun d'entre vous, vous avez fait le choix, ce choix. Et je peux vous dire, en regardant en arrière mon expérience, que vous êtes beaucoup plus heureux que ceux qui courent après des gros salaires. Vous êtes plus heureux parce que vous avez fait ce que votre conscience vous a dit de faire. Et ça, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vivre en harmonie avec votre conscience qui vous guide et soutenue par votre énergie, votre passion. Donc, je vous transmets toute ma force et tout mon amour. Merci beaucoup, Vandana. Je pense qu'on va se quitter ici.